Je voudrais vous adresser quelques mots rapides, puisque vous n'êtes pas venu pour cela, pour ce que j'ai à vous dire, mais pour écouter nos invités. Vous connaissez l'œuvre d'Orient, vous savez que nous célébrons cette année nos 160 ans. 160 ans d'existence, c'est pas mal quand même pour une association, et que nous poursuivons donc notre action, j'allais dire, traditionnelle, au service de l'éducation, au service de la santé, au service de la vie des églises, mais aujourd'hui, vous l'imaginez bien, une sorte d'aide humanitaire qui est une réalité nouvelle pour nous. Nous n'étions pas la Croix-Rouge ou d'autres organisations de ce type. Et là, nous devons apprendre à aider les déplacés ou les réfugiés qui ont tout perdu pour leur logement, pour parfois leur nourriture, pour les soins de base, pour la scolarité des enfants. Nous essayons d'être à leur côté pour leur dire l'amitié de la France, des chrétiens de France, mais aussi au-delà des chrétiens, de tous les hommes de bonne volonté. Et voilà, c'est une réalité nouvelle à laquelle nous devons faire face et qui mobilise évidemment tous les collaborateurs de l'œuvre d'Orient, que je tiens à remercier de leurs efforts. Cela enclenche aussi pour nous des préoccupations nouvelles et le colloque de ce soir vous présentera un certain nombre de soucis que nous portons et que nous essayons de déployer dans le domaine de la culture, dans le domaine de la sauvegarde des œuvres d'art. Il y a aussi l'aide aux réfugiés qui arrivent dans notre pays, qu'on ne va pas laisser tomber une fois qu'ils sont à Roissy, etc. En Irak et en Syrie, vous le savez bien, nous sommes devant une crise majeure qui remet en cause le principe d'existence des chrétiens d'Orient dans ces deux pays, je dis pour la première fois. Depuis notamment 13 siècles que ces chrétiens vivent avec les musulmans dans ces pays, jamais le principe même de leur existence n'a été à ce point remis en cause. Aujourd'hui, il l'est clairement, même si nous, à l'œuvre d'Orient, nous voulons vraiment être à leur côté pour les aider à rester dans leur pays s'ils veulent rester. C'est à eux d'en décider, mais pour ceux qui veulent rester dans leur pays, nous voulons être à leur côté. Enfin, vous le savez bien, et c'est là que la réunion de ce soir prend tout son sens, la culture est un élément fondamental. Et ce n'est pas monsieur de Courtois, qui est journaliste à France Culture pour les émissions des Chrétiens d'Orient, qui me contredira. On voit bien que les néo-barbares veulent s'attaquer à ces traces de la culture, et on voit bien que ces néo-barbares, Daesh et autres, se déploient parce que précisément ils n'ont pas de vraie culture arabe, musulmane, chrétienne. Et c'est dans cette non-culture que le fondamentalisme le plus violent peut prospérer. Pour terminer, je voudrais adresser donc mes remerciements. Je les renouvelle pour l'Institut du monde arabe, pour les collaborateurs de l'Institut qui nous accueillent si aimablement, pour M. Lang. Je voudrais remercier un certain nombre d'institutions avec lesquelles nous apprenons à collaborer, comme la Bibliothèque nationale de France, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, ici représenté. Mais le ministère des Affaires étrangères, ça fait longtemps que nous collaborons avec lui. Ce sont des vieilles relations. Je voudrais remercier très chaleureusement Charles Persona, qui est collaborateur bénévole de l'œuvre d'Orient et qui nous aide beaucoup dans les différentes actions culturelles que nous essayons de développer. Je voudrais remercier tous les intervenants qui vont nous passionner, je pense, par ceux qui vont nous montrer. Vincent Desroches, Narmine Ali Amin, René Elter, Isabelle Niffenegger, le colonel Erhardt et donc Sébastien de Courtois. Voilà, merci à tous. Voilà une carte de la région où se situait entre le Tigre, le Fourat et Petite Zap, dans la région montagneuse de Zagros. Il y a plusieurs passes. Oui. Il y a plusieurs passes montagneuses qui constituaient les routes antiques qui passaient du nord vers le sud vers le nord.
le pass de Baziane, c'est un pass très important qui existait depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne aujourd'hui. Qu'on utilise cette passe, l'église et monastère situés sur l'autoroute qui est liée Kirkouk à Suleymaniye, qui est trouvée par hasard en 87 quand les municipalités de Suleymaniye ils voulaient construire deuxième allée pour l'autoroute entre Kirkouk et Suleymaniye. Dans le contexte historique sur cet site archéologique, voilà, c'est la région qui se situait Bet Garmaï dans le texte historique syriaque, arabe plus tard et ottoman. Cet site était mentionné ou comme dans le texte cuneiforme à l'époque assyrienne comme une passe qui était importante à l'époque Ashur-Nasirpal. Qui, dans son campagne dans cette région, il mentionne cette passe qui nommait Babito pendant son conquête dans le pays des Amois, pays du Nord. Et aussi sur l'époque de Adat Nirari II, qui mentionnait cette passe, aussi Sargon II, ça c'est à l'époque assyrienne. À l'époque de Mongol aussi, il y a des conquêtes qui est passées par cette passe vers Azerbaïdjan, vers l'Iran actuel. Aussi pendant l'époque ottoman-safawide, il y a eu beaucoup de conflits dans cette zone parce que c'était une passe stratégique où passait le commerce et c'était une route très importante. Pour les sites, dans les textes historiques, on n'a rien sur les monastères de Baziane, mais nous, on a commencé les directions, avant qu'il soit direction d'Antiquité de Suleymaniye, c'était Moufattishiya. C'est un bureau qu'il y a à Bagdad, qu'ils ont commencé les fouilles archéologiques en 87 jusqu'à 92, mais dans conditions très difficiles avec la première guerre de Golfe. Ils ont perdu beaucoup d'objets dans l'archive d'un registre de fouilles archéologiques. Et moi, pendant 2 ans, je consultais l'archive à Bagdad sur le site archéologique de Baziane. Et nous, le projet de Baziane, l'importance du patrimoine archéologique chrétien, je commençais personnellement avec l'aide ou encouragement de monsieur, je dois beaucoup à monsieur Jean-Michel Thierry, et monsieur Alain de Romont, monsieur Georges Stade et madame Nicole Thierry pour travailler sur le patrimoine chrétien. Qu'est-ce que présente aujourd'hui le patrimoine chrétien pour nous? C'est une grande richesse et qui est grandie dans un contexte multiculturel, au niveau social, au niveau linguistique. Et aussi, il y a une transmission d'églises, de différentes églises entre l'église nestorienne, jacobite, traditionnelle. Ça, c'est le pass de Baziane, comme je vous avais expliqué sur l'autoroute, grande autoroute qui lie Suleymaniye à Kirkouk, qui s'était trouvée par hasard. Et cette passe, on appelle en langue kurde Derbandi Baziane. C'est le pass qui était traversé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, qu'on utilise pour aller de Kirkouk à Suleymaniye. Et tu peux montrer une image du site? Voilà, ça c'est l'image du site. Malheureusement, c'est une partie du site qui a été abîmée à cause de construction d'autoroute. Ça présente un complexe monastique avec fortification. Et qu'on a commencé le fouille en 2011, on continue jusqu'à cette année aussi pour fouiller dans cet site archéologique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le patrimoine, sauver le patrimoine archéologique chrétien, aussi le patrimoine yazidi, Shabak, Saïba, toutes les communautés, et aussi le patrimoine mésopotamien, assyrien de l'Antiquité, mais les patrimoines archéologiques chrétiens qui sont beaucoup menacés, beaucoup plus détruits à cause de aujourd'hui qui deviennent un aliment de guerre et de destruction culturelle par Daesh. Et notre devoir de protéger, de préserver, et si on peut, avec nos missions de côté scientifique, de côté recherche,
abouti quelque chose à partir de aussi protéger les communautés chrétiennes. Ça veut dire aujourd'hui l'identité culturelle en Irak, en Mésopotamie, en Kurdistan, c'est très important. Nous sommes en phase de guerre. C'est pas une guerre seulement qui tue les gens, une guerre qui efface l'histoire, l'identité, la culture, les racines qui est profonde dans ce pays. Le patrimoine chrétien, c'est un patrimoine qui est né dans le contexte romain, perse, mongol, turc, seljoukide, kurde, qui est né dans cette richesse, doit protéger, doit continuer à préserver cette richesse. Et j'espère, parce que nous, fouilles archéologie, ça va finir cette année, mais nous, on voudrait continuer à fouiller dans le sud d'Irak, dans un monastère qui s'appelle Qusayr, qui est situé dans la région du Karbala. Moi, je voudrais personnellement solliciter, demander le gouvernement français au ministère des Affaires étrangères aussi de soutenir plus pour protection du patrimoine chrétien ou des autres patrimoines qui sont en danger dans le cas de guerre actuelle. Malheureusement, dans les lois irakiennes concernant les sites archéologiques, il n'y a pas de contexte de guerre où comment on pourrait protéger les patrimoines, mais c'est rôle est de voir chaque personne, surtout nous les archéologues, parce qu'à côté de qu'on soit nous archéologues et scientifiques, nous sommes aussi combattants pour préserver, pour continuer à garder ce patrimoine. Nous sommes comme les Peshmerga. Pour moi, travailler au Kurdistan, en Irak, comme archéologue, c'est aussi combat pour défendre cette identité, pour garder ces racines historiques qui est profonde, qui nous concerne tout. Et nous, on partage cette richesse, cette différence et cette culture. On doit être fiers de ça. Et j'espère qu'on aura plus de soutien et de continuer notre travail pour suivre l'archéologie. Parce que pour deuxième partie, moi, je voudrais pas parler beaucoup plus sur les côtés archéologie. On a trouvé beaucoup d'objets intéressants qui identifient des sites qui donnent différentes époques pré-islamiques, sassanides, époques plus récentes, médiévales. Je laisserai la parole à Monsieur Vincent de Roche, qui est le directeur de Mission. Et je remercie aussi tous les membres de Mission de Bazian qu'on a travaillé ensemble et les directions d'Antiquité de Suleymania et de Bagdad, M. Kamal Zewe, M. Hachem et M. Qais Hussein, et toutes les directions qui ont nous aidés pour faire cette mission, qui est la première mission d'archéologie qui concernait pour le patrimoine chrétien au Kurdistan d'Irak. Merci beaucoup. Alors, ce projet est un projet relativement récent, puisqu'il remonte pour la première campagne à 2011. En fait, il est un peu antérieur. Il remonte à des repérages qui ont été faits par Françoise Briquel-Châtonnet et Alain Desremaux, ici présents, et justement par Narmin Ali, qui, dans sa thèse sur les monuments chrétiens du Kurdistan, a fait un premier catalogue des sites chrétiens du Kurdistan. Et cette église a été retenue comme spécialement intéressante à cause de dispositifs liturgiques que vous allez voir dans un instant, connus par les textes, mais assez rarement attestés sur le terrain, ce qui explique le projet de fouille auquel on m'a heureusement associé et que nous avons pu mener à bien grâce à la remarquable collaboration de nos collègues du service archéologique kurde et aussi à la remarquable ouverture du gouvernement Kurdistan autonome aux missions archéologiques étrangères de toutes les époques. Alors, voici donc la passe. Vous voyez le site du monastère que vous avez vu à l'instant un peu plus en détail, qui se trouve ici, à friser en quelque sorte la route moderne. Évidemment, le site a à voir d'une façon ou d'une autre avec la localisation de la passe, mais ce rapport n'est pas d'une clarté merveilleuse comme vous allez le voir. Voici donc le site comme vous l'avez vu à l'instant. Et vous voyez ici d'ailleurs l'un des éléments qui ont mené à la découverte. Il y a le parallèle qui est juste par là. Ce sont d'énormes canalisations d'évacuation des eaux qui ont amené à défoncer en partie dans les années 80 le site. Enfin, toute cette zone-là a énormément souffert à ce moment-là, avant qu'on se rende compte que c'est un monument archéologique, mais qui en même temps a permis de redécouvrir le site et déclencher la fouille irakienne de la fin des années 80 et du début des années 90.
Alors vous voyez ici d'un peu mieux, du haut de la maison de fouilles, si j'ose dire, l'élévation des murs avec ce plan qui, grossièrement, est un quadrilatère et qui se présente a priori comme un fort de défense avec des tours angulaires et des tours à milieu de chaque rempart. Voici le plan, sauf erreur. Voilà, vous voyez bien ici, effectivement, d'une part, les dégâts qui ont été causés dans cette zone, l'élément qui nous manque un peu au sud, et on repère bien, là vous n'avez pas le plan complet, l'église, l'élément le plus visible et l'un des mieux conservés. Pardon, excusez-moi, on va revenir en arrière. Voilà, ici le plan d'ensemble. Et vous voyez bien qu'ici, vous avez en revanche un quartier d'habitation. Là, sans doute, des annexes de l'église, mais alors qui ont énormément souffert, le reste de l'enceinte qui était là. Et ici, une pièce en longueur qui est intéressante pour l'interprétation et la compréhension du bâtiment, qui était destinée au stockage dans d'énormes jarres en terre cuite, ceux qu'on appelle dans le domaine grec les pitoïs, mais qui sont de tout le Moyen-Orient. Et vous devinez déjà ici que par endroits les murs ont parfois 2 épaisseurs, parfois 3 épaisseurs, autrement dit, attestent plusieurs phases de construction successives qui ne sont pas sans nous poser des problèmes d'interprétation, pour tout dire. Alors, dans ça, c'est le détail, excusez-moi, on va y arriver. Voici le plan de l'église, nous allons passer aux photos. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ceci, vers l'est, n'est pas une abside. Pardon, oups, excusez-moi, ça va trop vite, cet engin me dépasse. En fait, la vraie mur est de l'église, comme souvent les églises syriaques, est un chevet plat qui est ici, qui s'est effondré malheureusement ici partiellement. Voici la nef de l'église, le sanctuaire qui est surélevé, nous le verrons dans un instant. Ceci est un dispositif complètement autonome de l'église à proprement parler, avec ici un escalier qui permet d'accéder sur la muraille qui passait par-dessus, et comme il y a quelques niches vidées, bien sûr, lorsqu'on les avons retrouvées autour, qui communiquent avec cette sorte de déambulatoire tout autour du sanctuaire, il y a de fortes chances que, comme l'a proposé Alain Desremaux, ce soit ici un bet saadé, c'est-à-dire en fait un endroit où on dépose des dépouilles saintes pour un culte, ce qui correspondrait assez bien en général à ce qui se passe dans un monastère où son l'inhumation des moines déclenche un culte, à proprement parler. Ensuite, ce qui peut surprendre par rapport à des églises comme nous les connaissons en Occident, c'est ce dispositif-ci qui fait l'un des grands mérites de Baziane et qui est l'origine en partie du projet de fouille. En effet, la liturgie ne se déplace pas seulement autour de l'autel, qu'on n'a pas pu retrouver d'ailleurs, dans le sanctuaire. Le clergé, pour la cérémonie de la parole, quitte le sanctuaire, passe par ce petit couloir très bas, qu'on appelle un shkakuna, qui n'est pas complètement fermé, et va ici une sorte de tribune surélevée en demi-cercle, réorientée en quelque sorte vers le chœur, où il s'assied ainsi avec des pupitres de lecture qu'on ne va pas vraiment retrouver, mais l'emplacement est bien clair, et c'est là que sont faites les lectures de la première partie de la liturgie. Alors ces dispositifs sont bien connus par des textes, en particulier nestoriens relativement tardifs, décrits dans donc, les commentaires liturgiques, mais sont rarement attestés sur le terrain pour des raisons qui restent à discuter. Sur le terrain, voici justement ce dispositif. Vous avez ici le shkakuna, voici ce qu'on appelle d'un terme grec plus ou moins approprié le béma. La photo étant prise du sanctuaire surélevé que vous voyez ici. Vous voyez que la construction est faite d'un matériau très modeste. Nous sommes dans des bâtiments qui ne sont pas du tout du luxe. Ça n'a rien à voir avec des cathédrales ou quoi que ce soit. C'est des moellons associés avec non pas un ciment de chaux, comme j'en avais l'habitude dans les régions de Grèce et autres où je travaillais jusqu'à présent, mais ce qu'on appelle du djous, une sorte de plâtre très dur qui sert en même temps de liant et, comme vous voyez ici, d'enduit. Et en fait, les formes architecturales de l'architecture en pierre sont imitées, comme si c'était des colonnes en pierre globale, en pierre véritable, alors qu'en réalité, ce sont des agglomérations de blocs, de moellons avec le djous. Alors le problème, évidemment, c'est qu'ici, et là, nous avons assez de traces pour être sûr que c'est ancien comme dispositif, mais nous avons beaucoup de mal, dans tout le site, à déterminer l'extension des réfections irakiennes des années 90, qui ont été assez importantes. Et vous avez donc ici un sanctuaire qui a connu une certaine histoire, parce qu'une seconde phase le surélève, ce qui indique bien qu'il a duré un certain temps. Alors, peut-on décrire et mieux dater cela? Voilà de nouveau, là vous voyez mieux la nef, une colonne qui a été basculée ici, une autre que vous voyez là, de nouveau Béma et Shkakuna, et la plupart des issues sont sur le côté sud, ce qui est normal dans le monde syriaque. Voici ici la petite salle autonome à niche, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est peut-être le Bet Saadé,
qui a donc ses alvéoles un peu mystérieuses, et au-dessus qui est enjambé littéralement par la muraille. Alors ici, oui, c'est une croix, on revient à une croix avec décor, mais la projection sur grand écran la rend presque illisible. Une croix décor de feuillage qui habituellement est considérée comme un décor typique d'une des églises possibles de la région, l'église nestorienne, c'est-à-dire ceux des chrétiens qui ont suivi le patriarche de Constantinople Nestorius, condamné à Éphèse au Concile de 431, et qui pratiquement systématiquement, à partir de la seconde moitié du 5e siècle, se sont retrouvés en fait dans l'empire sassanide, perse, païen, enfin zoroastrien devrais-je dire, ce n'est pas la même chose que païen, et, oh pardon, nous avons beaucoup trop progressé, et qui du coup tolérait cette forme de christianisme qui ne lui posait pas de problème, qui en revanche dut quitter l'empire. Sinon, il faudrait penser que ce qui est possible aussi, l'autre variante du christianisme qui est bien présente dans l'Empire sassanide à partir du 6e au moins, et sont déjà plus tôt, ce sont les monophysites, ceux qui en revanche, disons, ont quitté l'Église orthodoxe et ou catholique après 451, le concile de Chalcédoine, toutes les deux étant de langue syriaque et partageant une même culture matérielle, étant les sujets normaux de l'Empire sassanide, car cet empire dont le cœur du pouvoir est sur les plateaux persans, contrôle, à peu près dans l'actuel Irak, une population qui est essentiellement syriaque et essentiellement chrétienne à l'époque, jusque donc aux invasions arabes du début du 7e siècle. Alors, cette église est d'un modèle, si j'ose dire, courant dans le monde syriaque, assez simple. Simplement, on y retrouve des dispositifs liturgiques qui ailleurs étaient peut-être simplement en bois et n'ont peut-être pas survécu pour cette raison-là. La question a été de savoir combien de temps elle a réellement été en fonctionnement comme chrétienne. Parce qu'on sait bien sûr que, quelque part, donc, dans l'époque moderne, elle ne l'était plus, est devenue un simple caravansérail, puis un tel abandonné. Alors, nous avons un petit élément de réponse. Voilà, cette photo, évidemment, n'est pas très parlante a priori, mais disons que sur l'arrière du sanctuaire, dans le déambulatoire qui donne vers le chœur, a été rajoutée une petite construction, une petite dalle, pour un dispositif qui nous échappe, mais dans lequel on trouverait pratiquement intact une grande jarre que voici. Alors ça, c'est l'emplacement stratigraphique en fait de la trouvaille, le long du mur, qui est des environs de l'an 1000. Et visiblement, c'est une réfection qui utilise encore l'Église dans son usage liturgique. Ça nous laisse penser, ce qui est très vraisemblable d'après l'histoire en général du christianisme à l'époque, que l'Église était encore en usage auprès des chrétiens vers l'an 1000. Au-delà, nous ne savons pas très bien. On a retrouvé des lampes qui étaient justement de l'an 1000 ou peut-être 1100-1200. On ne sait pas à quelle époque, en fait, l'Église a cessé de fonctionner comme lieu chrétien. Pendant plusieurs siècles, sous les premiers siècles de la domination arabe, ça a dû rester en fait un site fondamentalement chrétien sous domination politique musulmane, avec des lieux de passage pour les élites musulmanes qui sont rendent vite au monastère. Alors voici ici la pièce justement de ces grandes jarres. Vous retrouvez la grande route qui est là. Bon, ceci qui est surélevé par les restaurations irakiennes, c'est en fait une sorte de citerne centrale avec un puits de stockage de l'eau pour la saison sèche. Alors vous devez voir d'ici les petits redans au sein desquels on plaçait à chaque fois 2 jarres qui ont été trouvées et transportées au musée de Souleymania. En voici par exemple un exemplaire avec le décor très simple qui imite un cordage qui est bien attesté à l'époque sassanide, persane aussi. Voici ici non seulement la fouille, mais l'espace donc d'habitation un peu mystérieux qui était plus au nord et à l'est, avec une cour centrale dont l'état est sans doute tardif, postérieur à la première phase de construction sur laquelle nous allons revenir. Avec également ici le côté de la porte à l'est, très abîmé je dois le dire, mais qui vous permet de voir une structuration de la porte avec une entrée maintenant d'un mur presque arasé, qui est protégé par des accumulations de pierres sèches qu'on a improvisées faute de mieux. Donc une architecture qui, dans cette partie, se veut un peu ambitieuse, avec ici par exemple des colonnes quadruples, en pierre et de jousse bien sûr, qui délimitent un espace autour d'une cour centrale, tandis que le mur nord de l'église se trouve juste ici derrière, l'église est au-delà. Alors si on regarde le plan, ça veut dire qu'à côté de l'espace de l'église qui est très bien délimité,
Vous avez ici un espace avec donc l'entrée principale dans un état lamentable maintenant, mais quand même, une cour centrale, des murs aménagés autour de cette cour avec une certaine monumentalité. Donc un espace nord qui est intéressant de plusieurs manières. Et les fouilles ont pu se concentrer dans cet espace où une succession de sols qui n'est pas encore complètement expliquée, il faut bien dire, et ici, comme vous le voyez, avec une succession de murs jusqu'à 3 de ce côté-là. Alors, ça pose la question de la nature du bâtiment et de son histoire. Bon, d'une part, l'un des sondages du glacis nord, que vous avez ici, pour une coupe qui, évidemment, telle qu'elle, est peut-être plus parlante si vous avez là le petit dessin qui l'accompagne. Le mur d'enceinte est ici. Nous sommes en fait à l'extérieur du rempart du côté nord. Vous avez donc un glacis et plusieurs couches d'aménagement qui sont ici, et un matériel relativement riche, on le devine dans la couche finale. Ce qui a permis pour une fois d'avoir un élément de datation, à peu près certainement le matériel, disons, seconde moitié 6e siècle et début 7e est très prédominant. Et nous avons donc, pour la fin de l'édification de la muraille, de la couche de la muraille, une date vraisemblable, fin 6e, début 7e. Alors qu'ailleurs, il faut dire que les datations des États anciens nous sont difficiles, ne sont pas accessibles directement et par déduction, simplement. On trouve ici, par exemple, un objet de croix en os qui a des parallèles dans d'autres sites sassanides et qui confirme aussi une datation 6e, 7e siècle, très approximativement. Alors, comme vous voyez, le mur nord est donc feuilleté jusqu'à 3 fois, tandis que d'autres espaces le sont seulement 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un noyau nord qui est antérieur au fort, contrairement à ce que nous croyions au départ. Tout cet espace-ci, au nord, est antérieur. Le voici. Les murs les plus anciens, présentés ici en violet, excusez-moi, sont en réalité antérieurs au reste de la muraille et donc à l'église et au reste du bâtiment. Ce qui explique que lorsqu'on a rajouté les 2 murs ici, vous en avez finalement 3 au total. Alors, ça pose bien sûr beaucoup de questions que nous n'avons pas pu résoudre. Autant nous sommes à peu près clairs sur le fait que 6e, 7e, c'est la grande période de construction, qu'à ce moment-là, il y a un fonctionnement liturgique avec une église, autant nous avons beaucoup de mal à comprendre si c'était auparavant un habitat civil de luxe qui aurait été transformé en site ecclésial, et de savoir également si c'est un monastère, ce qui a priori semble la bonne hypothèse parce que c'est isolé, sans beaucoup d'habitat à porter, ou si c'est en fait une église normale qui aurait été fortifiée avec des dépôts divers et variés de stockage, ce qui peut se faire justement pour des églises dépendant directement des évêchés qui ont souvent de gros stockages. Le problème est que l'habitat que nous avons testé, c'est finalement celui-ci, qui n'est pas un habitat typiquement monastique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et autre part, pour l'histoire, c'est intéressant parce que nous savons, non pas pour Basiane, pour lequel nous n'avons aucun texte, aucune épigraphie, mais pour d'autres sites, que parfois des maisons de notables où il y a eu des martyrs chrétiens dans la famille étaient transformées ensuite ecclésiaux, en monastères, etc. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un habitat de luxe que vous avez ici, antérieur, qui d'une façon ou d'une autre est devenu le point d'accrochage de quelque chose, soit un monastère, soit une église. Alors la problématique est compliquée par le fait que dans l'Empire sassanide, contrairement à ce qui se passe du côté romain, il y a peu de villes. C'est-à-dire que vous avez normalement comme une campagne avec des petits châteaux, des petits bourgs, des petits villages, un peu comme le Haut Moyen-Âge occidental. Et nous ne savons donc pas, si c'était une ville, bien sûr, on dirait que c'est une église de fonctionnement normal, mais là, nous ne savons pas vraiment. Nous voyons qu'il y a des habitats à très faible portée, à 1 ou 2 kilomètres seulement. Et nous ne comprenons pas encore bien la fonction de cette église à l'intérieur. Elle pouvait être donc une église au sens normal du terme, ou peut-être un petit monastère, ou avoir évolué en monastère, avoir été le centre d'un lieu de culte, peut-être à cause d'un souvenir propre, s'il y avait eu un martyr là ou autre chose, ou parce que la présence d'un monastère ensuite a développé ce culte. Et cela reflète en fait une trajectoire assez normale pour un site chrétien de la région, c'est-à-dire l'acceptation progressive par le pouvoir sassanide de ces sujets chrétiens, de leur religion, car au IVe siècle, il y a eu un conflit très vif. Lorsque l'Empire romain est devenu chrétien, les Sassanides ont été très méfiants à l'égard de leurs sujets chrétiens qui soupçonnaient de trahison. Assez vite, les Sassanides se sont rendus compte qu'en fait, ces chrétiens n'étaient pas de la vraie religion de ceux d'en face, en particulier les Nestoriens. Et donc, leur ont fait confiance. Ce qui nous a amené d'abord une hypothèse, justement, on pensait que c'était un fort transformé en église, confié à l'église nestorienne, par exemple. Or, visiblement, non. La suite des bâtiments impose de penser que c'est un habitat autour duquel on a construit. Mais on pourrait avoir là, semble-t-il, un petit établissement nestorien qui prospère
de plus belle jusqu'au 7e, jusqu'aux invasions arabes, et qui ensuite se maintient sans doute jusqu'au moment où l'islamisation, à un moment donné du Moyen-Âge, sans doute finisse par abolir son caractère chrétien. Je vous remercie de votre patience. Donc merci, je remercie avant les organisateurs en fait de cette conférence, donc l'œuvre d'Orient, pour nous inviter justement à communiquer sur notre opération qui dure déjà depuis un certain temps. C'est une opération qui est menée avec le soutien du ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture, le Consulat général de France, l'UNESCO, et on va dire l'égide scientifique de l'École biblique archéologique française de Jérusalem, l'IFPO, et le soutien, bien entendu, des Antiquités de Palestine qui travaillent avec nous sur cette opération depuis le départ. Alors le programme de Tel Hammer, en fait, s'est monté en 2001 à la demande en fait des Palestiniens de monter sur place une coopération archéologique. Le site était fouillé par le service palestinien des Antiquités de Gaza depuis 1997. Alors Tel Hammer, en fait, est situé au centre de la bande de Gaza, à 500 mètres environ de la mer, sur la dune côtière, et à une dizaine de kilomètres au sud de Gaza City. Le site, en fait, se développe sur le haut d'une dune, dans une zone semi-rurale qui, comme vous le voyez sur cette photo, est entourée de vignobles, de vergers et de petits jardins. Donc ici, en fait, la ville n'a pas encore attaqué les terrains. Les vestiges se développent sur 15 000 mètres carrés. En fait, il s'agit d'un monastère qui se constitue en deux grandes parties, une partie ecclésiastique et une partie liée au pèlerinage, avec un bain et un ensemble, une hôtellerie. Au sud donc, du complexe se développe l'ensemble ecclésial avec les églises, la crypte, baptistère, les chapelles, l'atrium, plus l'ensemble des espaces pour la vie des moines. Ici, sur cette vue, on voit en fait la fouille de l'église, plutôt des églises. Vous verrez tout à l'heure sur la chronologie en fait qu'on a un ensemble d'églises superposées. Et à l'est de l'église se développe une très grande crypte, comme le disait à l'instant M. Courtois, la plus grande crypte de l'Orient méditerranéen. Donc cette crypte se développe en trois espaces, deux narthex latéraux, une chapelle centrale orientée à l'est et orientée sur les restes entreposés dans un très gros caveau reliquaire, en fait déposé au fond de la crypte. Voilà l'état actuel. Voilà une restitution de ce que va être cet espace semi-enterré. À l'ouest des églises se développe sur environ 500 mètres carrés le grand atrium, qui aujourd'hui est partitionné par un ensemble omeyyade qui s'est installé un peu plus tardivement. Au nord de l'ensemble, ici, nous avons le complexe balnéaire avec l'hôtellerie. Voici un cliché qui nous présente en vue aérienne le bain. Donc le bain paraît assez complexe, effectivement. Pourquoi ? Parce que là encore, on a une superposition de périodes. En gros, on a un bain qui commence à se développer au courant du VIe siècle et qui se termine au 7e, voire au 8e siècle. Voilà une restitution de l'un des états du bain. Au nord, ici, l'ensemble en fait qui permettait d'accueillir les pèlerins, la grande hôtellerie. Et entre l'ensemble ecclésiastique et l'ensemble balnéaire, ici, nous avons le système d'adduction d'eau avec les différentes adductions plus l'évacuation. Et ici, le puits, très profond, 23 mètres de profondeur environ, plus de 3 mètres de diamètre. Et ici, le système en fait d'extraction de l'eau, le lieu de la noria.
En 2003, en fait, nous avons mis au jour, au pied du chœur de la première église, en fait, une inscription en fait qui citait un certain Hilarion. Madame Catherine Saliou a lu en fait cette inscription et il s'avère que, vu l'emplacement et les suppositions qu'avait l'équipe palestinienne, nous sommes effectivement sur le monastère, en tout cas pour la période ancienne, sur l'ensemble fondé par Hilarion, le père du monachisme palestinien. Quelques jours plus tard, on met au jour sous l'inscription en fait, le cénotaphe dans lequel avaient été déposés, après son retour de Chypre, les restes d'Hilarion. Alors très rapidement, une chronologie de l'ensemble. Donc, lorsqu'Hilarion s'installe au début du IVe siècle sur le site, il s'installe. Oups, oui, ça allait un peu vite là. Voilà. Donc lorsqu'Hilarion s'installe au début du IVe siècle, il s'installe à proximité de constructions vraisemblablement romaines. À ce moment, en fait, un complexe militaire qui dominait la dune et qui permettait de contrôler d'une part la Via Maris, qui circulait le long de la côte, dans la palmeraie qui se situe au pied de la dune, et également contrôler la côte. Donc ici, il installe sa cabane, puis, on va dire 10 à 15 ans plus tard, l'Ermitage se transforme en fait en une première communauté et on a le départ en fait d'un premier monastère qui se constitue en fait d'un ensemble orthogonal construit en briques de terre crue et on peut imaginer en fait un petit complexe en fait comme on peut en trouver encore par exemple au Kélia en Égypte. Dans un deuxième temps, après en fait la fuite d'Hilarion pour l'Égypte, suite en fait aux persécutions de Julien l'Apostat à partir de 361, on peut imaginer en fait que le lieu est abandonné, mais peut aussi être un lieu d'inhumation. Après la disparition d'Hilarion, ces restes reviennent à Gaza, sont remis en place dans sa cabane qui est transformée en cénotaphe et le lieu devient en fait un sanctuaire ici entouré d'une enceinte en terre crue. Très très vite, on va dire 30 à 40 ans plus tard, au début du 5e siècle, va se développer une première église à la périphérie ici du cénotaphe d'Hilarion. C'est à ce moment en fait qu'est mis en place le chœur avec l'inscription et l'abside de cet ensemble en fait est orientée sur la cabane, le cénotaphe d'Hilarion. Dans un deuxième temps, l'église est agrandie, l'abside est déplacée un peu plus vers l'est, puis redressée au moment où certainement en fait on va translater les restes d'Hilarion ici dans une première crypte située un peu plus à l'est. Donc là on est dans le premier état de cette crypte. Donc vous voyez en fait on a déjà 3 états d'église, quasiment 2 états de crypte. Donc ce qui veut dire qu'on est dans un ensemble qui se développe en fait sur une période relativement importante. Une plus grande église va être installée avec ici l'installation au nord d'un baptistère, puis le dernier état, l'état important en fait, le grand complexe de pèlerinage avec la grande crypte qui se développera à l'est. Voilà, on va dire une évocation de ce que pouvait être l'ensemble au VIe siècle. Alors bien entendu, on a mis, on va dire pour le plaisir des yeux, je vais vous présenter quelques pavements qui sont actuellement étudiés par Véronique Blanc-Bijon et qui ont été tous consolidés par son mari Patrick. Voilà, quelques très beaux pavements à décor de rinceaux, décor avec des feuilles. Ici, un autre pavement avec une inscription qui cite un Nestorios. Voilà, le pavement, par exemple, de la deuxième église.
Puis, en fait, cet ensemble d'opérations a duré entre 2001 et 2006. À partir de 2006, en fait, la situation politique à Gaza ne nous a pas permis en fait, de continuer nos opérations. Et donc, pendant 4 ans, le site a été plus ou moins abandonné. Et on va dire un certain nombre d'effondrements, d'écroulements se sont produits, essentiellement dus aux fortes pluies d'hiver et au manque d'entretien. On va dire quelques enfants de temps en temps devaient jouer aussi sur le site. C'est ce qui a occasionné un certain nombre de destructions. Voilà par exemple le bain, pour partie effondré. À d'autres endroits, la végétation a pris le dessus. Ici, un sol du bain qui s'est totalement effondré en fait dans l'ensemble des hypocaustes. Voilà, pour vous donner une idée en fait. Là, par exemple, vous avez une quantité de pluie qui équivaut environ à un quart d'heure, 20 minutes sur le site. Donc un site en danger. Et par exemple, pour ce pavement de mosaïque, cette première photo a été prise en 2003. Ici, effondrement, entre autres justement, dû à ces ravinements, à ces fortes pluies, au soleil, plus indirectement... Le site n'a pas eu à subir, on va dire, les différents conflits qui ont lieu à Gaza, mais étant donné que nous sommes installés sur du sable, les bombardements, en fait, ne facilitent pas la préservation des vestiges et donc entraînent plutôt un tassement et une désorganisation de l'ensemble des constructions. Et entre autres, par exemple, ici, le pavement de mosaïque a totalement glissé dans la tombe d'Hilarion. Et donc, à partir de 2010, avec le soutien du service de coopération et d'action culturelle du Consulat général de France et l'UNESCO, nous avons mis en place, en fait, un programme de préservation des vestiges. Mais le souci, en fait, de Gaza, c'est de pouvoir intervenir, d'une part, humainement, et d'autre part, de pouvoir intervenir avec un certain nombre de matériaux et matériels. Et donc, nous avons utilisé, en fait, ce que l'on a trouvé sur place, donc des sacs qui proviennent des banques alimentaires, que nous avons remplis de sable, nous avons constitué des parois, voilà. Nous avons recouvert de bois, de tôle, et donc là, par exemple, vous voyez ici, on a préservé le bain, ici, on a préservé la zone du pavement de mosaïque qui s'est affaissé, ici, on a préservé la zone de fouille. Donc, des consolidations et de préservation, mais qui sont relativement précaires. On a également préservé, on a aussi permis l'accessibilité, il faut savoir que tous les jours, jusqu'en 2014, on recevait environ 500 enfants sur le site. La bande de Gaza est constituée à plus de 70% d'enfants, donc sur 1 700 ou 800 000 habitants, ça fait du monde. Et donc, les enfants des écoles qui sont tous envoyés en visite sur le site, il fallait les guider. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de passerelles, avec le soutien toujours du ministère français des Affaires étrangères, du service de coopération d'action culturelle et de l'UNESCO, justement pour pouvoir accueillir. On a formé des guides et donc on a mis en place des visites guidées des sites, on a mis en place aussi des fiches avec des questionnaires pour que les enfants puissent comprendre ce qu'est le monastère, qui est Hilarion, qu'est-ce que l'archéologie, qu'est-ce que les Romains, qu'est-ce que les Omeyyades, voilà, histoire de bien caler les choses dans leur esprit. On a mis également en place des formations pour les étudiants de l'université islamique, formation à la fouille, formation à l'étude de la céramique, du dessin, et puis différentes formations qui, entre autres, sont basées sur des programmes qu'on a réussi à mettre en place en France grâce à différents services, et entre autres, grâce à celui de M. Bono Favel au ministère de la Culture, des formations à la consolidation et à la restauration, ici, des pavements de mosaïque, formation qui avait été donnée par Patrick Blanc, d'autres formations ici, à la restauration de maçonnerie. On a réussi, en fait, en 2011, à être inscrit sur la liste des 100 sites en danger du World Monuments Fund. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de suite, on va dire, à cette inscription, malheureusement. Et puis, on a, grâce, on va dire, au courage des uns et des autres, et toujours au soutien, on va dire, de l'État français et de l'UNESCO, réussi à mettre en place un premier projet, un programme de restitution
de ce mur, en fait. Voilà, ce mur qui s'était fondé en 2003. Donc, pour pouvoir le restituer et le consolider, il fallait avant mener une fouille archéologique. Et l'archéologue que je suis était très intéressé de pouvoir fouiller justement une partie de la nef sud de la grande église, à proximité même du sanctuaire, donc ce qui était riche en informations et ce qui permettait aussi de mettre en place une formation pour les ouvriers et puis de pouvoir restaurer ce mur qui s'était effondré. Voilà, donc très rapidement, hein, sans rentrer dans les détails, ici en fait on a une superposition qui va de la mosaïque du VIe siècle jusqu'à l'implantation primitive qui est contemporaine d'Hilarion, avec ici l'angle de la deuxième église, une cage d'escalier. Bref, toute une série d'éléments qui ont permis de mieux comprendre et de revérifier la stratigraphie, sachant que là, on était dans un ensemble totalement scellé par ce pavement de mosaïque depuis le VIe siècle. Voilà, donc les consolidations ont bien entendu été poursuivies, installation d'étaiements, installation de cintres pour soutenir les différentes voûtes de la crypte. Donc avec les étudiants de l'université islamique, en fait, on a réussi à mettre des programmes de formation. Là, par exemple, les étudiants m'ont dessiné les infrastructures que les ouvriers devaient ensuite monter. Voilà ce que ça donne sur le terrain. Donc un beau travail d'équipe. Donc il y a véritablement une volonté locale d'aller de l'avant et de préserver ce site. Et puis, entre autres, aussi une formation à la taille de pierre qu'on a menée en 2014 avec le soutien de l'UNESCO et du service de coopération d'action culturelle du Consulat général de France. Donc, notre gros souci, en fait, c'était de pouvoir avoir des outils sur place. Donc, il a fallu tout créer. Créer, en fait, les maillets. Donc, il fallait trouver un bois dur. À Gaza, il n'y a pas de bois dur. Donc, on allait chercher un bois dur. Et le citronnier était le seul disponible sur place. Il a fallu fabriquer tous les outils métalliques pour la taille de la pierre. Ensuite, il n'y a pas une tradition, on va dire, de l'exploitation de la pierre à Gaza, donc il a fallu réouvrir une carrière. Donc nous avons retrouvé une carrière, on l'a exploitée, on a livré sur le site ces blocs. Ensuite, comme il n'y a pas d'industrie lithique et comme il est quasiment impossible de faire importer, en fait, ou d'importer une scie permettant de couper la pierre depuis la Cisjordanie jusqu'à Gaza. La Cisjordanie est un pays de pierre calcaire très dur, donc qui a une vraie tradition de la pierre. Ben, il a fallu, en gros, fabriquer une scie. Et donc, voilà, les ouvriers ont découpé les pierres. Voilà. Les pierres ont été taillées, repositionnées, hein, en respectant, en fait, l'appareil d'origine, mais en montrant bien la différence entre avant et aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.